Prends le Nice. montage. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. On est aujourd'hui avec Salut. Ferdinand qui est en direct des États-Unis, de Phoenix, qui est Yes. basé initialement, toi tu es basé à New York ou là tu es définitivement en Arizona du coup? Alors, moi, je suis basé à New York. En fait, j'ai bougé après 6 ans de Hong Kong. Ma femme, qui travaille pour une banque américaine, a une opportunité de bouger à New York. Et donc, j'ai D'accord. décidé de la suivre dans son projet. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir la SG qui m'a proposé de changer de desk pour un desk un peu similaire de ce que j'avais à Hong Kong. J'ai bougé à New York. Et là, à New York, en fait, il y a eu un plan de restructuration et du coup, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire autre chose, de tenter quelque chose d'autre. Donc, du coup, j'ai pu partir voilà, avec un petit peu d'argent pour tenter des nouveaux rêves. Super, super, top, Donc top. là, je suis basé actuellement. Ma femme est encore à New York. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. On est en process de green card. Il faut qu'on voit au niveau visa, etc. Moi, en fait, je suis aussi sportif de haut niveau et magicien. Et donc, du coup, je m'étais dit que là, pendant quelques mois, je vais tenter en fait de vivre mon rêve. Donc, j'ai une grosse course en février et je vais partir là, du coup. Donc là, j'étais encore en entraînement. J'ai une équipe sur la côte ouest qui s'appelle Araveipa, où je m'entraîne avec eux là pendant une semaine. J'ai une course là, à Tucson, à côté de Phoenix, dans 2 jours. Et ensuite, j'ai un show de magie à New York. Et ensuite, je bouge au Kenya pour 6 semaines pour m'entraîner sur les hauts Super. plateaux d'Iten. Avec les Kenyans Et du après, coup? on va voir. Et j'ai quelques projets voilà, d'entrepreneuriat plus ou moins liés, soit avec la finance, soit avec le run. J'explore un peu ce que sera la prochaine aventure pour l'instant. Voilà. Super. Super, donc énorme, riche expérience, donc sportif, magicien, trader. Donc du coup, est-ce que tu peux justement... Alors, Ferdinand, à l'époque, il était à Hong Kong. Alors, je ne sais pas à Hong Kong si tu avais débuté d'ailleurs à Paris ou tu as directement débuté à Hong Kong, Ferdinand? Alors, du coup, moi, en fait, c'est ce que je te disais un peu en intro. Je ne sais pas si je suis le trader le plus conventionnel. J'ai une expérience de 8 ans dans la salle des marchés, donc j'espère que je pourrai aiguiller des étudiants et d'autres personnes qui nous écoutent. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions à côté. Moi, au départ, j'étais dans une école d'ingé à Grenoble, Math Info, qui s'appelle l'ENSIMAG, et j'avais fait un diplôme en parallèle d'étudiant entrepreneur. J'étais déjà intéressé par l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et en parallèle, il y avait aussi l'IAE en finance quantitative. Donc j'avais 3 diplômes à la fin de la dernière année. Et on avait l'opportunité de faire son stage dans sa propre boîte. Donc j'ai décidé de faire mon stage dans une boîte qui me fait permet de localiser ses potes sur les pistes de ski. Ça s'appelait Watch to Watch. Et en fait, last minute, ils m'ont dit non, 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 il faut que ça soit en rapport avec la finance. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu perplexe. J'avais pas du tout prévu ça. Mais j'avais rencontré quelqu'un qui était venu sur le campus de la Société Générale et qui proposait un poste dans les cryptos. Donc, à ce moment-là, on était en 2016. Donc, c'était pas très, très, très connu, les cryptos. Moi, c'est un truc qui m'intéressait déjà un peu à l'époque. Et donc, je lui ai dit, allez, Banco, je viens. Donc, j'ai passé les entretiens. C'est une sorte de start-up au sein de la SOG. Evelyne, ça s'appelait la personne qui gérait ça. Et en fait, last minute, au moment de signer, ils me disent attends, on a aussi une autre opportunité, ça n'a rien à voir avec les cryptos, mais c'est à Hong Kong. Tu serais au 37e étage, tu aurais la vue sur toute la baie de Hong Kong pour faire ce qu'on appelle du collateral management. C'est du front office qui s'apparente aujourd'hui entre le trading et la trésorerie. Ça s'appelle un poste de dealer. Et Hmm. moi, je connaissais rien, etc. Donc, je rencontre un peu les gens, je passe d'autres entretiens, tout se passe bien en fait. C'est vrai que je me dis, j'avais vécu en Afrique, j'avais vraiment envie de repartir. Je me dis, bon, j'essaye de négocier, de pouvoir faire mon stage en VIE. Pareil, ça se faisait pas trop à l'époque. J'arrive à négocier ça avec mon école. Banco, en fait, du coup, le stage se transforme en VIE j'arrive à Hong Kong avec mes valises pour ce poste de Client Collateral Manager. Super, super. Et du coup, rapidement, en quoi consistait justement le job de collatéral dealer, client dealer aussi? Donc, alors, en fait, c'était pas mal géré tout ce qui était futur. Donc, il y a toutes les chambres de compensation. Il y a
l'ASX en Australie, il y a HKX à Hong Kong, il y a Singapour, Thaïlande, Taïwan, enfin, you name it. En fait, il y avait vraiment des opportunités de ce qu'on appelle netting. Ça veut dire que c'était un client qui achète des futurs derrière, donc côté agency, dont tu me parlais tout à l'heure, fois de ce que tu faisais, Mhm. il doit poser de l'initial margin. Donc en fait, tout est collatéralisé. Sauf qu'il y en a un qui achète, il est long futur, il doit poser du collatéral. Quelqu'un qui est short futur doit aussi poser du collatéral. Mais pour nous, en tant que banque, en fait, à la fin, quand on face la chambre, on n'a pas de position. Donc en fait, là, on se fait du netting. Donc on a beaucoup de collatéral qu'on peut après en fait trader. Donc on peut faire du cross currency, on peut poster une autre currency, on peut poster des bonds aussi. Donc là, du coup, c'est par exemple faire du repo. On a des currencies. On peut, par exemple, on peut avoir de l'USD. On le traite contre du JPY. Le JPY, ensuite, on le traite contre des JGB et ensuite, on place du JGB. Bref, c'est jouer avec tout ce qu'on a comme collatéral. C'est pour ça qu'on appelle collateral management et optimiser ça. Donc, il y avait vraiment à construire toute une database, une visualisation. Donc, j'ai fait pas mal de VBA. Après, j'avais pris des stagiaires, on avait fait du Python et on avait construit toute une visualisation autour de tableaux et de Power BI pour pouvoir vraiment voir tout ça et optimiser les flux et notre collatéral. Super, super. Et du coup, je crois qu'après ça, tu es passé du coup de client dealer à Delta One Trader. Et du coup, Alors, exactement. comment tu as fait pour passer et du coup, en quoi consistait ton day-to-day, on va dire, de Delta One Trader? Alors, donc du coup, au bout de 2 ans, j'ai été pris en contrat permanent. Donc, en tant que VIE, tu peux faire du code, tu peux faire des maths, tu peux faire des modèles, des trucs. En tant qu'après perm, tu peux traiter. Donc, déjà, Hmm. c'était un peu plus intéressant. Même si, en fait, une fois encore, c'était pas du trading très poussé. C'était des cross-currency. Tu avais des risques de maturité, tu avais un peu de risques comme ça, mais c'était pas non plus très poussé. Mais ça donnait quand même l'occasion de passer les papers, ce qu'on appelle les papers à Hong Kong, qui sont des licences de trading. Donc j'ai dû passer ça, parler un peu avec les sales, voir les opportunités, comprendre un peu mieux les risques limites, parce qu'aujourd'hui en fait un poste de trader, c'est il y a vraiment beaucoup de gestion de risques. C'est gérer les risques au mieux, gérer les scarce resources. C'est vraiment tout ce qu'on appelle RWA, tout ce qui est asset under management, les limites de cash qu'on peut utiliser, etc., les limites par client. C'est vraiment gérer toutes ces limites. Et ça, du coup, ce rôle, c'était une bonne introduction pour avoir un pied là-dedans. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu as un peu tout automatisé, et le desk, en fait, il y avait quelques limites en fait structurelles. On Hmm. pouvait pas placer autant de non-cash qu'on voulait. On avait un flow client qui augmentait, mais que c'était pas énorme. À la fin, en fait, je t'avoue que la dernière année, je m'ennuyais un petit peu. Donc j'ai fait beaucoup de runs à ce moment-là. C'était D'accord. assez Oui. cool. C'était vraiment un des seuls desks sur le floor où je pouvais faire du yoga du coup de 7 à 8, arriver à 8 heures, donc 8 heures, 8 heures et quart, ce qui est assez tard pour un desk de trading. Je pouvais de temps en temps prendre ma pause déj et aller courir parce que la Sogé avait des trails à côté, donc ce qui était aussi extraordinaire. Et le soir, on finissait pas si tard que ça. Bien sûr, quand tu as des projets, tu peux finir 7, 8, 9 heures, mais généralement, à 6h30, on était parti. Donc, ça me donnait vraiment un work-life balance très intéressant, vraiment unique. Je pense que c'était assez extraordinaire. Je m'entendais très bien avec mon boss, donc j'avais un peu carte blanche pour développer des projets. J'étais plutôt bien payé, enfin rien d'extraordinaire, mais bon, moi ça m'allait à ce moment-là. Je pouvais voyager, j'étais heureux. Et je me suis dit, ouais, mais là, je suis trop dans ma zone de confort. Je suis jeune. Il faut que je fasse quelque chose enfin, d'un peu plus dur, quoi. Donc, soit je développe à fond la magie et le run, soit je tente mon aventure trading. Et je me dis, le run et la magie, je pourrais le faire à d'autres moments. Donc, j'avais quand même ouvert mon entreprise de magie. Donc, le week-end, je faisais de la magie. Je faisais pas mal de courses tous les week-ends aussi. Mais je me suis dit,
le trading, c'est un peu maintenant ou jamais. Donc, j'ai essayé un peu de me renseigner comment y aller, discuter avec des desks. Donc, ça, je le recommande vraiment. C'est vraiment la curiosité. Donc, j'avais pris un mentor à ce moment-là. Il y avait une option de mentoring. Donc, j'avais rencontré Mm. qui avait tout créé, tout ce qui était algorithmique à la Société Générale, tout le trading algo, ce qui était hyper intéressant. C'était un mec passionné et passionnant, donc c'était génial de pouvoir discuter avec lui, échanger, savoir un peu plus ce que c'était le vrai trading algorithmique. J'avais rencontré d'autres personnes, notamment via le run en fait. Il y avait des charity runs avec la Société Générale, donc j'avais rencontré Eric via ce channel qui du coup était passionné par le run et par ce challenge et aussi passionné par tout ce qui était du coup Delta One Product. Donc lui Mm. m'a introduit plus à ce monde-là, m'a expliqué ce qu'il y avait. Et j'avais une troisième personne qui s'appelait qui était aussi la personne qui gérait Descartes à ce moment-là. Donc Descartes, c'était la prop house de la SOG. Donc il faut savoir qu'à la Société Générale, à un moment, ils avaient une entité séparée qui pouvait, du coup, presque comme un hedge fund, en fait, investir les propres fonds de la banque, qui n'étaient pas les fonds des clients de retail. Il faut vraiment faire Mm. attention. Ça, c'était il y a une trentaine, 20, 30 d'années. C'était les fonds de la banque où il y avait vraiment un peu cette dimension de prop trading qui est en train de fermer. Donc, ce mec avait plus de temps et il avait 20, 30 ans d'expérience. Il avait bossé à Hong Kong, New York, Tokyo. Et il m'avait donné plein de conseils. Il m'a dit parle à vraiment plein de gens, essaie d'être curieux. Le matin, tu arrives à 6 heures, tu vas voir un desk, tu vois comment ils sont, tu les observes, tu te poses à côté. Et au pire, on te refoulera. Au mieux, bah, t'apprendras un peu et si ça se trouve, tu auras une opportunité. Et en fait, via ces trois personnes, j'ai pu apprendre un peu de ce monde-là. Et quand en fait, il y a eu une opportunité qui s'est présentée, bah, ils ont tous les trois pensé à moi. Et il y a eu notamment du coup en Delta One sur le desk de à l'époque, cette opportunité qui s'est ouverte. Donc, du coup, bah, pareil, du coup, vu que tu as parlé un peu à tout le monde, tu te renseignes un peu sur quel sera le type d'entretien. Donc, tu Mm. bosses tes Monte Carlo, tes un peu les questions basiques. Tu montres que tu comprends ce que c'est un peu le business. Donc, tu regardes sur Investopedia Cash and Carry, Reverse Cash and Carry, les stratégies de base. Tu réouvres un peu ton hull. Et après, du coup, bah, les entretiens sont plutôt bien passés. Donc, il y a eu Brain Teaser, je me rappelle, j'avais de la chance parce que j'avais beaucoup joué aux échecs quand j'étais petit et c'était un peu sur un truc d'échecs. Donc, c'était assez marrant. Et après, voilà, les questions de finance, vu que j'avais bien bossé les 4 années avant, j'avais des bonnes recommandations. J'avais fait une école qui légitimait mon niveau en maths et en code. Donc, ouais, ça s'est fait assez naturellement. Il y avait, je crois, 4 ou 5 personnes en interne qui avaient appelé pour le rôle et finalement, bah, j'ai eu la chance que ce soit moi. Mm. Donc j'ai été sélectionné comme ça sur ce desk. Top, top, top. Désolé, je parle peut-être beaucoup. C'est Non, mais peut-être c'est des très réponses un bien. peu longues. Ça donne super, ça donne beaucoup de détails. Et du coup, Ferdinand, quand tu es arrivé sur le poste, alors déjà, tu parlais de dev un peu. Est-ce que tu as eu besoin de faire du développement? Tout à l'heure, tu parlais de Python. Et au moment où tu es arrivé, sur quel marché tu étais et sur quel type de produit tu traitais? Est-ce que tu étais que sur du cash, futur, option? Alors, du coup, le desk de Tané, c'est de l'index arbitrage. Donc, l'index arbitrage, il y a certaines banques qui le font, notamment, du coup, je parlais de qui fait QMM, donc qui gère le côté algo trading. Ils font en fait cette stratégie-là à haute et médium fréquence via des algos. Donc, c'est des algos qui achètent le futur et vendent les stocks en le répliquant de façon plus ou moins automatique et en prenant des petites marges. Et nous, on faisait la même chose, mais de façon beaucoup plus manuelle. Et en fait, on passait par des brokers pour acheter les futurs. Et en fait, on achetait des produits un peu moins liquides, un peu moins conventionnels. Donc, en fait, tu peux acheter, par exemple, tout APAC, donc Asie-Pacifique, en futur. Vendre d'autres futurs APAC, donc par exemple, vendre Australie futur. Enfin, tu le répliques un peu comme tu veux. Et acheter et vendre, par exemple, des stocks. Donc, tu peux jouer, en fait, sur acheter des futurs, vendre d'autres futurs, vendre certains stocks, en acheter d'autres. Et là, en fait, tu peux prendre, c'était un des seuls desks donc j'avais parlé des cartes avant où c'était vraiment où c'était propre. La banque aujourd'hui, il n'y a plus de prop trading. C'est vraiment terminé ça. C'est du Delta One. On prend pas de risque.
Delta One, il y a eu Kerviel qui est passé par là. Ils ont vachement régulé. Il faut faire très attention. Donc la SOG et toutes les banques en général euh, font très attention. Mais malgré tout, sur ce desk-là, il y avait quand même encore, c'était un peu un des seuls desks où tu pouvais prendre quand même un peu des fois des petits risques parce que tu peux pas complètement te hedger. Et donc, tu avais ce qu'on appelle un peu le macro hedging où tu pouvais encore prendre un peu de position au niveau de la réplication. C'est vraiment très cher de répliquer tout à la fin au close. Généralement, tu répliques au close. Et bah, de temps en temps, tu peux commencer à vendre pendant l'ouverture de marché ou pendant la fin en VWAP. Donc, en fait, il y avait vraiment ce côté-là où tu t'intéressais un peu aux algos. Donc, TWAP, c'est tu vends, par exemple, un stock au niveau du temporel, donc toutes les 30 secondes, tu essaies de le mettre en vente. VWAP, tu le vends selon les volumes d'achat et de demande. Close, tu vends juste au close. Donc, j'ai vachement appris à travailler sur tous les marchés asiatiques, sauf l'Inde et la Chine, qui sont très spécifiques. Mm. Un peu la Corée, puisque bon, c'était quelqu'un qui s'en occupait, mais de temps en temps, je m'en occupais aussi un peu. Et donc, beaucoup Australie, Taïwan, Thaïlande, tout le reste, en fait, qui sont des plus petits marchés. Donc, j'avais moins de risques, mais c'était super pour apprendre. Mon mentor à ce moment-là, c'était Jürgen. Jürgen, qui était dans une autre banque avant et qui venait de rejoindre la SG un an avant, qui était un super mec, qui connaissait bien son business, qui adorait ce qu'il faisait, qui était quand même assez junior, mais j'avais pas mal appris par lui. Et je pensais apprendre pas mal avec Tané, mais en fait, lui, il était vraiment sur son côté Inde. Et une personne qui était aussi senior, qui s'appelait Emma, qui s'occupait vraiment de la côté Chine. Et en fait, ces deux personnes-là, déjà, Emma allait partir en fait quelques mois après, donc elle était beaucoup moins involved. Et Tané était vraiment sur son marché. Donc j'ai vraiment très peu appris de lui. En plus, on s'entendait pas très bien, parce que j'ai pas réussi vraiment à avoir j'arrivais pas vraiment à comprendre ce qu'il faisait. Quand je lui disais que je voulais automatiser des choses en Python, il me disait que lui, il préférait VBA. Enfin bref. Donc on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc déjà, en fait, ça, si j'ai un conseil à donner, regardez quand même quand vous allez sur un desk le boss que vous avez, parce qu'en fait, avoir un boss avec qui on s'entend pas forcément bien, je pense que c'est quelque chose qui est très dur. Alors après, ça peut changer, mais voilà, moi c'est vrai que cette année, j'en avais un peu entendu parler. J'avais eu des échos un peu divers. Après, honnêtement, moi ça s'est pas très bien passé, c'était pas catastrophique, mais c'est vrai que j'aurais aimé si je pense que j'avais eu un super mentor, quelqu'un avec qui je m'entends très bien. J'aurais vraiment pris beaucoup plus de plaisir dans mon travail. Une autre composante, c'est que c'était Covid. Du coup, moi, dès que je suis arrivé, on m'a mis chez moi. Donc, tu commences un nouveau job qui était quand même très différent de ce que je faisais avant. Il y avait de l'exécution, marché, etc. Première fois qu'on me demande d'exécuter des trucs, on m'avait jamais montré comment marcher. Donc, du coup, eBTS, l'execution system de la SOG. Je me rappelle, j'étais au téléphone avec Jürgen. Il me dit bah, tu appuies sur ce bouton, tu fais ça. On n'avait même pas le droit de partager son écran parce qu'en trading, tu pouvais pas. Je me rappelle, il y a eu, en fait, j'ai appuyé sur un bouton, sauf qu'en fait, il y avait un autre bouton pour confirmer que j'avais appuyé sur le bouton. Et ça, j'avais pas appuyé sur la confirmation. Et je me rappelle, première fois, risque opérationnel, je perds 100K ou un truc, donc ce qui est pas USD euh, ou... énorme, mais ce qui est quand Ouais, même 100K USD. ouais. Ce qui est quand même ce qui est quand même une erreur opérationnelle. Donc, hyper stressant, les big boss dans la boucle, etc. Tu te dis, putain, la première image que tu donnes, c'est vraiment compliqué. Donc, après, les mois qui s'en sont suivis, c'était assez dur parce que j'étais entre chez moi, le BCP, et de temps en temps au bureau. Mais Hong Kong était très strict les procédures Covid. J'habitais dans un tout petit appartement avec ma copine à l'époque, qui est aujourd'hui ma femme. On travaillait des fois tous les deux à la maison. Donc, enfin, elle travaillait pour une autre banque. Donc, c'était assez compliqué, vraiment, comme situation à gérer. J'avais, contrairement à avant, beaucoup moins de temps. Je devais arriver sur le desk à 7h, 7h30. Of course, zéro pause déjeuner. Tu finis tard, tu as beaucoup de pression. Et moi, il faut rappeler que j'étais allé un peu sur le trading par curiosité et parce que
Bah, ça m'avait toujours un peu intéressé, mais moi, c'était pas non plus l'objectif de base. Je connais des gens, c'est vraiment leur rêve depuis tout petit, Mm. et ils sont prêts à vendre un rein pour être sur le desk. Moi, c'est plus par curiosité parce que ça s'est fait, il y a eu l'opportunité et je suis plutôt comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai vu aussi pendant toute cette année un peu tous les sacrifices que ça demande. À ce moment-là, en plus, bah, tu augmentes un peu ton salaire, mais pas énorme parce qu'ils disent bah, qu'ils te font une fleur, entre guillemets, en te mettant là. Donc, c'est vrai que tu te dis, je bosse comme un chien, j'ai de la pression avec un boss avec qui je m'entends pas forcément bien. En apprenant, forcément, tu apprends beaucoup, mais pas autant peut-être que si on avait été tous sur le desk. Pour pas un salaire ouf, pour peut-être une carrière qui m'intéresse un peu moins. C'était pas. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que moi, on m'avait toujours dit, ouais, il n'y a pas que le trading dans la vie. Et en fait, on m'avait donné d'autres opportunités. On m'avait demandé CEO, de bosser en IT. Et en fait, à chaque fois, j'avais dit non, mais tous ces mecs-là qui te disent ça, il faut aller en trading. Enfin, c'est comme quand on te dit tu peux passer par la fac et faire la prépa. Tu dis non, je vais en prépa, je vais en MP, je vais en MP étoile. Et après, et en fait, plus j'avance, plus je me dis bah peut-être qu'en fait, ouais, c'est pour certaines personnes, le trading, c'est peut-être pas la meilleure option. Moi, je regrette pas d'être allé. J'ai appris énormément. Et après, du coup, ça m'a permis d'aller à New York. Et là, peut-être que j'y retournerai même plus tard via une autre banque, une fintech ou un hedge fund, je sais pas. Mais malgré tout, il y a, je pense, d'autres voies. Ma femme, par exemple, elle fait de la gestion de risque chez Goldman Sachs et elle a d'autres opportunités aujourd'hui aussi via des hedge funds. Elle a eu plein de, elle a eu d'autres propositions. Elle a eu plusieurs jobs. J'ai jamais été autant payé qu'elle. Elle adore son boulot. Elle fait de la macroéconomie. Elle fait elle parle avec les traders, elle a un work-life balance beaucoup plus intéressant. Et vu qu'elle adore ce qu'elle fait, elle est très forte. Moi, Mm. vu que j'adorais pas non plus ce que je faisais, que j'étais un peu dans une situation un peu compliquée avec ce Covid, etc., j'étais pas très fort. Ouais, en fait, Pour être complètement honnête, ouais, tu te sentais pas j'étais un forcément trader, épanoui, quoi. j'étais pas archi épanoui. Ce que j'aimais bien, c'est que j'apprenais. J'apprenais, j'étais quand même. Moi, j'aime bien le côté histoire, quoi. Tu es quand même au 37e étage, sur Mm. un trading desk. C'est ouf, c'est assez génial. Tu es à Hong Kong, tu traites quand même. On traitait quand même des volumes assez importants. Je me rappelle une fois, j'avais vu cette stock-là, je croyais un peu enfin, j'avais eu une idée. C'était en fait ce que tu joues sur les dividendes d'une certaine Mm. manière. Parce qu'en fait, quand par exemple tu achètes les stocks, tu vends le futur, tu as un risque de dividende. Mm. Forcément, parce que à un moment T, quand tu l'achètes, tu as une prédiction des dividendes, mais peut-être que l'entreprise va faire faillite, peut-être qu'il y a le Covid qui va arriver, et que du coup, les dividendes seront différents. Donc, Mm. tu es obligé de prendre un risque de dividende. Et c'est vrai qu'à un moment, par exemple, j'avais fait une étude sur bah, les entreprises qui étaient dans un secteur donné, et je m'étais dit, bah là, tiens, il va avoir sans doute des dividendes qui vont être affectés pour tel événement macroéconomique. Et donc, on avait pricé notre futur de façon différente. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que bah, tu peux arriver vraiment avec une théorie, des idées, des conjectures plus ou moins quantitatives, et après les appliquer. Et tu le vois, de toute façon, la sanction est rapide. C'est soit tu fais du PNL, soit tu n'en fais Bien pas. sûr. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose de génial. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins ça, le côté trading en fait est de moins en moins présent. C'est beaucoup de gestion de scarce resources, comme je le disais, beaucoup de faire des e-learning, on en fait tous les 2 jours, beaucoup de discussions de limites avec risque. Enfin, c'est vraiment vraiment très pesant. Et en fait, le côté trading en fait malheureusement s'évapore de plus en plus, et notamment en banque. Très Donc, bien, euh, très donc voilà. bien. Et du coup, Ferdinand, parce que là, avant la fin du meeting, il reste 5 minutes avant que ça se coupe. Si tu devais un peu Ouais. synthétiser entre les challenges que tu as pu avoir justement ou lorsque tu as intégré ce nouveau poste sur ce desk Delta One, les environnements de travail et les conseils que tu pourrais donner à des étudiants ou à des futurs traders. Ok. Alors, désolé, ouais, je parle un peu beaucoup, donc je vais juste très rapidement continuer. À la fin du coup après 1 an et demi sur ce desk,
ma femme a une opportunité d'aller à New York. Moi, je me dis, bon, bah voilà, j'aimais bien ce desk, j'ai appris des choses, mais c'est pas le rêve. Je vais partir sur un autre desk à New York. Donc, pareil, au début, je devais juste partir avec ma femme et elle et trouver un boulot là-bas. La SOG me donne une opportunité sur un autre desk à New York, qui est un peu différent. Cette fois-ci, c'est du financing. Donc, il y a vraiment zéro risque de position de dividende. C'est vraiment plus des risques c'est lever du cash via différents wrappers. Donc là, je découvre un nouveau marché. Je découvre le marché US. Le marché US, c'était énorme. On passait des ordres le jour au MOC, 2 milliards on passait. Donc il y a un risque. Si tu le fais à l'envers, tu perds 100 millions. City, c'était ça. Donc pareil, hyper excitant, génial. J'apprends énormément cette fois-ci parce que je suis avec deux personnes qui sont super, Milad et JB, JB d'ailleurs qui a fait HEC. Aujourd'hui, il est chez Millennium, il est parti. Mais vous pourrez l'interroger. J'apprends énormément. Ces deux mecs qui sont passionnés, passionnants. Ils partagent énormément. Donc j'apprends. J'adore. Et donc, bon, je continuerai l'histoire peut-être sur une prochaine fois. Mais si je dois donner des conseils, c'est aller à l'opportunité. J'ai eu l'opportunité de faire le truc de crypto. Finalement, Hong Kong, bah, ok, j'y vais. À Hong Kong, je fais du run. Le mec, il me parle du trading. Allez, pourquoi pas? Je passe les entretiens, ça se passe. Ok, j'y vais. Ok, c'est pas la meilleure expérience. Ok, je souffre un peu. Mais bon, une nouvelle opportunité à New York arrive. Je me laisse aller, je vais à New York. Et voilà, et voilà. Et là, pareil, le plan de restructuration, il arrive. Moi, je pensais partir dans 2, 3 ans. Je me dis, bon, bah, en fait, j'en parle depuis longtemps. C'est maintenant ou jamais. Je tente un nouveau rêve. Là, je vais faire. Et je pense que ça, pour le trading, c'est vraiment gérer les risques et les opportunités. Et je pense qu'il faut faire la même chose avec sa carrière. Faut acheter quand c'est bas, vendre quand c'est haut. Il y a des opportunités, tu les saisis, tu es flexible, tu bouges, tu rencontres des gens, tu es curieux et tout va bien se passer. Super. Comme dirait Richard Branson, quand on te propose une opportunité, tu dis oui d'abord et après tu apprends à t'adapter à faire en sorte d'être compétent sur le poste. Souvent, tu as des C'est gens, un ils peu ont peur, ça. ils disent non. Exactement, c'est un peu ça. Et après, il faut pas avoir peur du regard des autres non plus. Ça veut dire que si le trading, c'est pas pour vous, enfin, il y a d'autres choses, quoi. Et honnêtement, il y a des gens qui sont beaucoup plus successful sur d'autres rôles que le trading. Il n'y a plus que ça, surtout en banque aujourd'hui. Il y a vraiment d'autres jobs. Le trading, c'est une chose, mais je pense que on le survend. C'est comme la ville de New Ouais. York. C'est Ouais. génial. Moi, j'avais toujours envie d'y aller. Mais honnêtement, Hong Kong, c'est de la folie. Et Mm. pourtant, tout le monde te parle de New York, de New York, de New York. Et faut vraiment se faire sa propre opinion. Et il faut, je dirais, croire en ses rêves et en ce qu'on a au fond de soi. Et pas Super. que ce qui semble le meilleur. Super. Voilà. Super. Bah, merci Ferdinand. On a un coureur professionnel de haute performance, un magicien exceptionnel et un trader Delta One qui se trouve maintenant aux États-Unis depuis l'Arizona. Et puis, bah, on te souhaite que du bonheur. J'espère que tu apprécieras ton expérience au Kenya aussi, parce que là, tu vas courir avec les meilleurs coureurs du monde entier, là, hein. Exactement, ouais, bah, j'ai eu cette opportunité encore. Donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, on m'a proposé d'aller rejoindre un camp d'entraînement à Iten au Kenya sur les hauts plateaux. Je me dis pareil, c'est des mecs, enfin c'est le top level, Bien c'est comme sûr. les traders de New York. J'ai vu le top level du trading, je vais voir le top level des runners. Je vais me prendre encore des baffes, des murs, et c'est comme ça que je vais Ouais, progresser. Le challenge, je sors de la exactement. zone de confort, je prends l'opportunité et on verra où ça me mène. Donc n'hésitez Exactement. pas, vous pouvez suivre mes aventures sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Je reste aussi vachement disponible. Maintenant, j'ai du temps et ça, c'est quelque chose vraiment que je chéris énormément. Donc, avec plaisir pour échanger et si je peux aider des gens, même si je pense pas être le trader le plus conventionnel, entre guillemets, c'est avec plaisir pour partager mon expérience et rencontrer de nouvelles personnes, comme on a pu Super. m'aider précédemment. Et je mettrai Merci ta en tout cas page, pour cette opportunité. je mettrai ta page Facebook, comme ça les gens ils pourront te contacter si besoin. Si Ouais, ça avec te, si plaisir. ça te va. J'ai une page Runner Magicien, une page plutôt perso, mais Ferdinand Clovis, c'est mon blaze, comme on dit. Super, super. Bah écoute, merci beaucoup Ferdinand.
Et puis en plus, depuis les US, là, avec le décalage horaire depuis Hong Kong, entre les Arizona, c'était pas facile. Tu as fait C'était l'effort, pas merci facile, beaucoup. Je pense que tu as mais une avec plaisir. expérience ultra enrichissante qui inspirera plus d'un et d'une personne prochainement. Merci Ferdinand, encore une fois, pour ta Super. coopération et puis à bientôt. Merci. Ciao, Merci. ciao. À Salut. bientôt. Allez, Ciao, ciao. ciao. Merci.